Place maintenant à l'invité d'Au cœur de l'info. La 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse se tient depuis mercredi et jusqu'à lundi à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, près de Paris. 2000 auteurs et autrices présents, 400 maisons d'édition, un rendez-vous absolument incontournable de la littérature jeunesse pour le grand public. 200 000 visiteurs chaque année. La manifestation est placée cette année sous le signe de l'altérité et de l'empathie. À cette occasion, nous recevons ce soir l'écrivain Baptiste Beaulieu, par ailleurs médecin généraliste à Toulouse et véritable star des réseaux sociaux. 500 000 abonnés rien que sur Instagram. Bonsoir Baptiste Beaulieu, Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Merci beaucoup de m'accueillir. Je vous en prie, c'est un véritable plaisir. Vous êtes par ailleurs auteur de plusieurs livres jeunesse, donc à succès. Dernière en date, Les Pansements Invisibles aux éditions Les Arènes, illustré par King Leng, qui évoque avec beaucoup de délicatesse la notion du consentement chez les enfants. Alors les pansements invisibles, on va un peu donner la trame de l'histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui, à chaque fois qu'elle se sent contrainte par les adultes de faire quelque chose ou d'être obligée d'avoir un contact physique avec un adulte ou avec un enfant, elle voit apparaître sur son corps un pansement comme autant de blessures que les adultes ne voient pas. C'est ça le plus terrible pour elle, c'est qu'elle s'aperçoit qu'elle subit ça et que personne ne s'en rend compte et que ses pansements, personne ne les voit. Et ça me tenait vraiment à cœur de raconter ça et de raconter ça à hauteur d'enfant. Et aussi d'essayer de décaler un peu le regard, c'est-à-dire de se dire, et nous, en tant qu'adultes, comment est-ce qu'on réagirait si par exemple là je me levais, je venais vous voir et que je touchais vos cheveux, par exemple que je prenais votre téléphone et que je commençais à regarder dedans, tout le monde trouverait ça inapproprié, c'est quoi, par exemple, malaisant. pour ces enfants? Pour ces enfants, oui, ça va être par exemple une caresse sur la tête de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou quand on va l'obliger à partager son jouet. Moi, je pense que c'est très important d'apprendre la générosité à un enfant, mais comment est-ce qu'on se sentirait, nous, si on nous obligeait, par exemple, à partager notre jouet, notre téléphone, par exemple, à quelqu'un qu'on ne connaît pas? On trouverait ça, évidemment, hyper intrusif. Et je pense qu'il faut toujours essayer de se mettre à la place de l'enfant et de penser comme l'enfant et de dire comment je réagirais, moi, si je devais subir ces situations-là. Et c'est ce que j'essaie de rendre compte dans cet album. Et des pansements donc comme autant de blessures qui restent collées du coup à la peau pendant parfois très longtemps. Bien sûr, et vous savez, moi je suis aussi médecin généraliste, comme vous l'avez dit, et je crois que c'est très important, en tant que médecin, en tant que romancier, d'apprendre le consentement. Moi, il n'y a pas une seule fois au cabinet médical où je ne sais pas, à chaque patient, les patientes, les adultes, je leur demande si ils sont d'accord pour que je les examine. Parce que, évidemment, en tant que médecin, c'est mon travail de toucher les gens, de les examiner, de les ausculter. Mais je demande aussi aux enfants, parce que ça me paraît hyper important. L'enfant, si je lui demande, est-ce que tu es d'accord pour que je t'examine, ce que je crée dans sa tête, c'est qu'il va se dire, mais si même le médecin dont c'est le métier me demande si il a le droit de me toucher, de m'examiner, alors il n'y a aucune raison pour quelqu'un qui n'est pas médecin, que je ne connais pas ou peu, ou même quelqu'un de mon entourage, ne me demande pas à son tour. Et donc on crée un précédent dans sa tête, et c'est à ça aussi que servent les albums jeunesse et que sert aussi mon travail de médecin, je crois. Donc au cœur du livre, vous l'avez dit, la notion du consentement chez les enfants et peu à peu, on le voit dans ce livre, la petite fille prend conscience que son corps lui appartient à elle. Et qu'elle a le pouvoir de dire non aussi. Bien sûr. Et ça me tenait à cœur de rendre cet enfant agissante, c'est-à-dire de lui conférer une certaine agentivité, parce que je crois qu'on n'est jamais autant capable de dire ça, je ne veux pas, si on s'aperçoit qu'on est capable soi-même, parfois, de gêner les autres ou d'être malaisant avec les autres. Et je voulais vraiment rendre sa puissance à cet enfant, pour que les enfants qui lisent l'album se disent « Ok, moi aussi, j'ai cette puissance de pouvoir dire non. » Et parfois, il faut toute une vie pour apprendre à dire non. Moi, j'ai 40 ans, j'ai encore du mal parfois, parce qu'on a toujours peur que l'autre nous aime moins ou qu'on le blesse si on lui dit non. Alors que je me dis, mais si on pouvait faire gagner des années de réflexion aux enfants sur ces sujets-là et leur permettre de prendre conscience très tôt que non est une phrase complète et qui n'a pas besoin de justification et d'explication, et qu'on a le droit parfois de dire non sans donner de justification, parce que non est une phrase complète. Mais faisons gagner des années de réflexion aux enfants. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder cette question du consentement qui est quand même assez difficile? Je crois que c'est au cœur des débats actuellement, et souvent on a tendance à restreindre le consentement à la sphère intime, mais moi je crois que c'est beaucoup plus large que ça. Ça va être, oui, effectivement, je parlais des espaces de jeu partagés, du jouet, qu'on va obliger l'enfant à partager son jouet, et
je crois que c'est quelque chose qui doit s'apprendre dès l'enfance et qu'on peut désamorcer plus tard, des situations qui seront bien plus douloureuses que de prêter son jouet ou pas. En fait, je vais être clair, je pense que la littérature jeunesse, c'est un moyen de pacifier la société de demain. Parce qu'en tant que médecin et en tant que romancier, moi j'écris comme on soigne, c'est-à-dire que je veux, à la place de soigner des gens, je veux soigner la société avec des albums jeunesse. Parce que ce qu'on apprend aux enfants, c'est la manière dont ils seront des citoyens de demain. Et moi, j'ai pas de meilleure promesse à faire aux gens que j'écris les albums que je veux lire à mon fils qui n'a que 2 ans, mais qui, je les lirai plus tard, pour qu'il devienne, entre guillemets, pas un boulet en société plus tard, quoi, qu'il soit quelqu'un de bien, respectueux de lui-même, des autres, et qu'il gagne des années de réflexion par rapport aux grandes questions existentielles, par rapport aux grandes douleurs intimes qu'on se trimballe tous. Et du coup, à qui vous vous adressez au final, aux enfants seulement ou à leurs parents aussi? Je crois que c'est l'objet de ces livres, et ça c'est tellement merveilleux pour moi quand je vois des parents qui viennent me dire l'objet, cet album, il a été un outil qui nous a permis d'établir une sorte de dialogue intergénérationnel avec notre enfant, avec notre fils, avec notre fille, parce que évidemment un enfant, on peut pas être frontal avec les enfants. C'est-à-dire on veut dire comment s'est passée ta journée, ils vont jamais nous répondre. Mais si on leur lit par exemple un album et que ah, t'as vu ce qui est arrivé à cet enfant dans cet album, et toi par exemple est-ce que tu avais là, ils seront beaucoup plus enclins parce qu'on a été beaucoup moins frontal, et je crois que c'est à ça que servent les histoires, permettre de créer des outils pédagogiques. Et d'ailleurs c'est un honneur pour moi de savoir que énormément d'enseignants utilisent mes albums dans les écoles. Je me dis mais je suis content d'être né, quoi. Je me dis Ça permet voilà, de faciliter la communication. bien sûr, c'est vraiment ça. Quand je reçois un message de parents qui me disent notre enfant est né avec une fente palatine, il a été opéré très jeune et il a une cicatrice. Et premier jour de la rentrée, on avait lu tous vos albums, il s'est présenté, tous les enfants devaient se présenter, il s'est présenté, il a dit son nom, prénom, et après il a dit et moi quand je suis né, j'avais une fente palatine, on m'a opéré, c'est pour ça que j'ai une cicatrice. Et à partir de ce moment-là, il a désamorcé toute possibilité de harcèlement. Ça l'a libéré en fait. Bien sûr, et surtout les autres ont vu qu'il n'y avait pas possibilité de prise sur lui ou d'emprise, c'est-à-dire pas possibilité de se moquer puisque son histoire, il en était fier et qu'il n'hésitait pas à la partager. C'est très courageux au final de faire mais ça. bien sûr, mais vous savez, je pense qu'il n'y a pas un seul spectateur ou téléspectatrice ici qui ne se débat pas silencieusement contre quelque chose qui le fait souffrir et dont on parle à personne. On est tous pareils. Le matin, on se regarde dans la glace, parfois on se dit des choses terribles et on se débat tous contre un combat qui nous est propre et qu'on ne partage à personne. Mais, et donc si quelqu'un nous avait parlé comme vous bien parlez sûr, aux enfants à mais travers bien vos sûr, livres, on n'en bien serait sûr. pas là. Je crois que si on arrivait à dire, ok, raconte-moi ton histoire. Moi, je vais te raconter la mienne. Peut-être vous savez, un corps, c'est parce que je suis médecin, un corps, ça vient jamais sans une histoire. On trimballe toujours des bagages parfois très lourds. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre aux enfants à travers ces albums, c'est que quand on se moque d'un corps ou d'une personne, on se moque aussi de son histoire dont on ne connaît rien. On n'a pas le droit de se moquer des histoires. Elles sont précieuses, elles sont uniques. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, vous êtes donc médecin généraliste, Oui. si je ne me trompe pas, dans la région de Toulouse. Votre pratique, ça a été une source d'inspiration depuis des années. Bien sûr. Pour les thèmes de vos livres? Bien sûr. Vous savez, on est médecin, on voit 20-25 personnes par jour. C'est 25 histoires de vie différentes qui sont posées devant nous. Et je crois qu'il faut qu'on soit digne de ça. Comme moi, j'essaye d'être digne quand j'écris des albums, digne de cette responsabilité-là. C'est-à-dire, moi, le soir, je vais me coucher, je vais me souvenir peut-être d'un ou deux patients. Mais si je me suis mal occupé des patients, si je les ai maltraités, si je ne les ai pas écoutés, le patient, lui, il a vu qu'un médecin, c'était moi. Et il s'en souviendra peut-être toute sa vie. Et donc, il faut être digne de cette responsabilité-là. Comme il faut être digne des parents qui nous disent, on prend vos albums, on les lit à nos enfants pour essayer de leur apprendre le respect de soi-même, des autres. Et on peut pas tricher. On n'a pas le droit. Et dans le cadre de cette pratique médicale, au-delà des actes purement médicaux, j'imagine que vous écoutez du coup beaucoup les enfants à qui vous faites face par rapport à tout ce que vous êtes en train de nous dire. J'essaie, en tout cas, je pense, vous savez que c'est les meilleurs poètes, les enfants. Ils ont une capacité à décentrer le regard, à faire un pas de côté et à nous dire la vérité du monde. Moi, mon fils, là, il a 2 ans et pendant des mois et des mois, il s'est extasié de la porte du garage électrique qui s'ouvrait. Et là, depuis quelques jours, il arrête d'applaudir et de s'extasier. Je me dis, ça y est, là, on a basculé dans autre chose. Et heureusement, il ne peut pas passer toute sa vie à s'extasier devant une porte de garage. Mais ce que je voudrais parfois, c'est, nous, en tant qu'adultes, retrouver le regard de cet enfant qui s'extasie même devant une porte de garage électrique. Toujours pour revenir sur votre pratique médicale en tant que médecin généraliste, vous nous avez transmis une image d'archive personnelle à ma demande. C'est
La carte blanche d'Au cœur de l'info ce soir. On va voir donc cette photo apparaître d'ici quelques instants. Voici vous-même, donc lors de votre prestation de serment en tant que médecin. Qu'est-ce que vous vouliez nous raconter à travers cette image ? Pour moi, elle est forte parce que c'est le couronnement aussi de plusieurs années d'études et surtout de véritables sacrifices qu'ont opéré mes parents. Mes parents viennent d'un milieu modeste. Ils se sont battus toute leur vie pour que leurs 3 enfants aient un niveau de vie supérieur au leur. Ils se sont saignés, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour qu'on ait une vie plus facile que la leur. Et donc moi, cette photo, c'était aussi une manière de dire à mes parents, je vous aime, je suis fier de vous et je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez apporté à mes sœurs, à moi et à tout ce que vous avez voulu pour nous que vous n'avez pas pu avoir. Et le message est donc passé ce soir. Pour revenir sur le message principal de votre livre, donc votre objectif, en gros, c'est que l'enfant soit désormais vu comme un véritable sujet et non comme un objet. Est-ce que vous pensez que les générations précédentes agissaient plutôt comme ça avec les enfants ? Je suis content que vous me posiez cette question parce que c'est un véritable angle mort. Vous savez, moi, ça fait 10 ans que je milite contre les maltraitances médicales. Je n'avais jamais parlé des maltraitances médicales faites aux enfants. J'ai parlé des femmes, des personnes en situation de surpoids, des personnes noires, des personnes LGBT. Et je me suis aperçu en disant je n'avais pas parlé des maltraitances médicales faites aux enfants. C'est un véritable angle mort. Je me dis mais pourquoi tu n'as jamais parlé de ça ? Il a fallu que je devienne père pour m'apercevoir que oui, aussi, ça existe. Et ce qui est terrible, c'est de se dire, les enfants représentent, à travers le monde, il y a des statistiques, c'est pas moi qui dis ça, c'est l'INSEE, les enfants représentent dans le monde la première population minorisée, victime de violences, évidemment psychologiques, physiques, sexuelles, sauf que eux ne peuvent pas se regrouper en communauté, ils ne peuvent pas se regrouper de quelconque manière que ce soit, ils ne peuvent pas porter leur message. Et donc je crois que cette violence-là, il faut la dénoncer, il faut en parler, et nous, en tant qu'adultes, il faut qu'on soit de leur côté et qu'on dise ce n'est plus possible, on ne peut pas faire comme si cette violence-là n'existait pas et la passer sous le tapis. Ce sont les premières victimes. Plus les enfants aujourd'hui qu'à la génération précédente. Et j'espère que ça va continuer et c'est aussi à ça que sert la littérature, ça me paraît fondamental. La littérature, c'est donner des mots aux enfants et ces mots, je parlais tout à l'heure de pacifier la société. Il y a des études qui montrent par exemple que plus le niveau de vocabulaire d'un enfant est développé, moins il va avoir tendance à développer des comportements hétéro-agressifs ou auto-agressif, c'est-à-dire soit se faire du mal, se scarifier, ou avoir des comportements violents avec ses camarades. Tout simplement parce qu'il a les mots pour dire les émotions qui le traversent. Mais moi, en tant que romancier, je dirais, quelle plus belle mission je peux avoir que de pacifier la société en offrant le plus de mots possible aux enfants. Pour autant, est-ce que solliciter, disons, systématiquement l'avis de l'enfant, est-ce que c'est réaliste ? Parce que beaucoup de détracteurs, notamment de la parentalité positive, diraient, en pratique, c'est pas vraiment ce que je vis, quoi. Bien sûr. Vous savez, moi, je suis jeune papa, donc j'apprends aussi, il n'y a pas de brevet de parentalité. On apprend sur le tas. Moi, je suis un universitaire, j'espérais trouver dans les livres des solutions. Quand j'ai eu mon fils, je me disais, tiens, je vais aller acheter des livres pour savoir comment je peux l'élever au mieux et tout. Et en gros, ils disaient tous la même chose, il faut les aimer, pas les frapper. Merci 17 € pour ça. C'était mon côté universitaire. Je me dis, je me rassure avec les livres. Et non, en fait, c'est une terre inconnue pour tout le monde. Je suis pas sûr qu'il faille écouter quelqu'un qui dit, moi j'ai la solution, surtout s'il a quelque chose à vous vendre après. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, peut-être il faut les aimer, pas les frapper, tout simplement. Ça, c'est plutôt évident. De plus en plus de livres jeunesse, en tout cas, abordent ces questions difficiles, sociétales, comme, donc, en l'occurrence pour vous, le consentement ou encore l'inceste. On l'a vu dans d'autres livres. Comment aborder ces notions, quand même, qui sont très, très lourdes, bien sûr, sans faire perdre aux enfants leur innocence ? Bien sûr. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Moi, je crois qu'on peut parler de tout avec les enfants. Après, il faut utiliser évidemment les bons mots, mais ne pas parler de certaines choses avec les enfants, ça ne règle pas le problème et surtout, ça crée en eux une intranquillité parce qu'ils sentent qu'il y a là un sujet qui est tabou, dont on ne parle pas, qui est dans l'air comme ça. Et donc, ça génère évidemment une angoisse ou en tout cas au mieux une intranquillité chez eux. Et il vaut mieux aborder tout simplement le sujet avec des mots d'enfant. Et c'est là que la littérature, notamment la littérature jeunesse, elle a un rôle qui est fondamental, vraiment fondamental. C'est à ça que servent les mots. Sinon, ils servent à quoi les mots ? L'an dernier, votre 3e livre jeunesse, Je suis moi et personne d'autre, autre ouvrage qui m'a particulièrement touchée. Ça raconte l'histoire de Francisco, un petit garçon qui n'aime pas le foot, qui préfère la corde à sauter et la couleur rose, mais qui pour tenter
de ressembler et de Ouais. plaire donc aux autres, et notamment aux autres garçons, se force à dire oui. Mmh. C'est un livre autobiographique. Oui, un peu, on peut le dire, mais parce que je crois qu'on a tous et toutes été cette petite fille ou ce petit garçon qui, pour plaire au groupe, ben, va accepter des choses qui ne lui plaisent pas parce qu'il veut quand même avoir des copains, des copines. Et au final, jour après jour, je voulais raconter l'histoire de cet enfant qu'on a peut-être été tous un jour ou l'autre. Cet enfant qui se perd, son prénom disparaît au-dessus de son porte-manteau, là où sont accrochés les prénoms. Et chaque fois qu'il dit oui alors qu'il a envie de dire non, il y a une lettre de son prénom qui disparaît. À la fin de l'album, il ne sait Et vous, plus c'est ce comment que il vous avez s'appelle. vécu, Bien enfant, sûr, adolescent? mais bien sûr. Et je, Dans quelle mesure? bah, c'est, peut-être évidemment, moi ça a été un peu compliqué parce que mon chemin vers mon homosexualité aussi a été quelque chose de compliqué, mais comme toutes les personnes qui sont soumises à la différence, quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui est terrible, c'est que je crois qu'on est tous plus ou moins l'autre, ou en tout cas le différent de quelqu'un. Et donc, pour se plaire, on peut s'oublier. Et je crois qu'il faut des années, et même à 40 ans, aujourd'hui, et même pour les spectateurs et les spectatrices, je crois qu'il y en a beaucoup encore qui doivent parfois dire oui alors qu'ils ont envie de dire non. Et il faut peut-être toute une vie pour arriver à dire non et à s'en contenter, c'est-à-dire à ne pas justifier son non. Et si on peut faire gagner, encore une fois, des années de réflexion aux gamins sur ces sujets-là, voilà, c'est notre rôle d'adulte aussi. Baptiste Beaulieu, les jeunes aujourd'hui, on le sait, lisent beaucoup moins, Mmh, la faute notamment aux écrans. On imagine que ça vous inquiète en bien tant sûr. que papa, en tant qu'auteur et en tant que médecin aussi. Bien sûr. Vous savez, les études, elles le montrent bien. Puis, plus le temps d'écran augmente et plus le niveau de vocabulaire diminue. Je parlais tout à l'heure de pacifier la société. On la pacifie avec des mots, pas avec des écrans. Et moi, ce qui me terrifie, c'est de voir aussi que c'est un outil de reproduction sociale, les écrans, qui est terrifiant. Je le vois au cabinet médical. Et quand je lis les études qui montrent que les familles précaires ont plutôt, effectivement, un taux d'usage des écrans qui est supérieur aux familles CSP+. Mais du coup, quand je suis dans ma salle d'attente et que je vois le fils de prof qui est en train de lire son livre et à côté le fils d'artisan qui est sur l'écran, je me dis, ça y est, dans 20 ans, en fait, la reproduction sociale, elle est déjà là. Et nous, notre rôle en tant qu'adultes, c'est le même rôle que l'éducation nationale républicaine, c'est-à-dire d'essayer d'effacer les déterminismes. On n'efface pas les déterminismes si on reproduit socialement les inégalités, à travers les écrans ou à travers les livres. La littérature jeunesse, c'est 13,4% du marché du livre. Pourtant, sa visibilité, on le sait, est Hmm. bien moindre que la littérature générale. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, je dirais quelque chose de très désagréable pour les hommes qui nous écoutent, mais il suffit d'aller à Montreuil, de se promener dans les travées, et puis de s'apercevoir tout simplement que la littérature jeunesse n'intéresse pas les hommes, elle intéresse les mamans, les femmes. Quand on se promène dans une librairie, Même les papas de la nouvelle génération? j'en ai eu 3 aujourd'hui, je suis content, j'ai dû signer 200 livres en tout dans la journée, j'ai eu 3 papas, je les remercie, j'étais très heureux de les voir, mais où sont les hommes? Moi, c'est une vraie question que je pose. Où sont les hommes dans les librairies jeunesse? Où sont les hommes au salon du livre jeunesse de Montreuil? Je veux dire, vous n'êtes donc pas concerné par ce qu'on met dans la tête de vos enfants. Pourquoi? Ou quand il y a un homme, j'en ai eu quelques-uns aujourd'hui, en gros, je sentais qu'ils accompagnaient leur femme. Ils étaient là un peu en mode, ma femme fait ses courses, quoi. En gros, c'était ça. Mais en fait, elle achète Comment des vous livres pour l'expliquez vos alors? enfants. Mais alors... Je sais pas, mais c'est un peu de la même manière que je ne sais pas comment expliquer pourquoi moi en tant que médecin, quand un enfant a un problème, c'est toujours la mère qui m'amène l'enfant au cabinet médical, ou quand le père m'amène l'enfant et que je lui pose une question sur la santé de son enfant, par exemple la date des derniers vaccins ou quoi, il me dit attendez, j'appelle ma femme. Voilà, et ça c'est comme ça pour l'enfant, mais c'est aussi pour les personnes plus âgées. Quand je demande à un homme qui a une hypertension depuis 30 ans quel est le nom de son anti-hypertenseur et qui me dit attendez, j'appelle ma femme. Ça Quoi. change quand même un petit peu. Ah très lentement, très très lentement quoi. Mais je vous assure qu'à Montreuil, ça change, mais très lentement quoi. Bon, en tout cas, on peut s'y rendre à Montreuil Oui. jusqu'à demain. Merci infiniment. Merci à vous, Baptiste Hassan, merci. Beaulieu, d'être venu nous présenter donc votre dernier ouvrage, je le rappelle, Les pansements invisibles, un magnifique ouvrage donc pour les enfants sur la notion de consentement que vous avez donc écrit avec les illustrations de Kin Lang qui sont également magnifiques. Merci encore d'être venu sur France 24. Cet